comment tu vas enchaîner quand on a connu une première expérience comme ça? Parfois, il peut y avoir des douches froides après, parce que quand on a connu la cohésion comme ça, bon, parfois, on sait aussi que c'est vers ça qu'on veut tendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite dans les expériences que tu vas... Il y a un sourire là, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a un sourire qui nous fait dire, pas tout comme ça. Non, mais de toute façon, c'est sûr que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover. Même moi, tu vois, les 3 années que j'ai passées à l'Aphrodite, j'ai vu beaucoup d'équipes différentes. Ah, tu vas y passer 3 ans. Ouais. Ah oui, donc ça marque et c'est une empreinte au début d'une carrière. Et en 3 ans, j'ai vu des équipes très différentes. Déjà, quand je suis arrivé, c'était une équipe très féminine. Ma sous-chef était une femme, ma chef de partie aussi. On se parle de quelle époque? Là, on était en 2009. Donc, je suis resté là-bas de 2009 à fin 2011. Donc, brigade très féminine et au fur et à mesure, elles volent vers d'autres horizons. Et j'ai connu aussi des périodes où j'étais la seule femme en cuisine. Donc, j'ai vraiment connu de tout. Mais à chaque fois, on réussissait quand même à créer vraiment une cohésion et... Ça tient à quoi, ça? Est-ce que le chef, je dis ça parce que c'est ta position aujourd'hui, a une prise là-dessus pour essayer de créer de la cohésion dans ses équipes? C'est pas facile, ça. Hein. Le chef, bien sûr, qu'il y participe, mais je pense pas que ça soit la bonne manière qu'il soit omniprésent, en fait, dans ça. Tu vois, ça pourquoi il faut croiser les doigts? Le soir, quand on va boire un verre, on va pas boire un verre avec le chef. Ou alors, c'est le samedi soir et c'est décidé comme ça et il nous l'impose pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas une emprise, c'est pas un truc de... Non. C'est, quand on le fait, on l'a décidé. Et après, on a notre vie d'équipe sans le chef aussi. Ouais. Parce que, comme dans toutes les entreprises, on n'a pas envie d'avoir un boss. On n'a pas envie d'avoir le chef qui est là et puis on a envie de cracher un peu aussi, tu vois. Je vois. Voilà. Donc, et nous, c'est notre façon aussi de lâcher prise, de dire les choses. On a besoin, c'est normal. Donc, oui, il y participe parce que quand même, dans sa manière de faire les choses, c'est, par exemple, le personnel, le repas du personnel. Ça, c'est un truc hyper important. C'est nous, dans notre journée, les moments où on va prendre le temps, justement, de se souder entre nous, parce qu'on va se poser autour d'une table tous ensemble, prendre 20, 30 minutes, où on va pouvoir se poser sans être en train de penser au truc, à avoir une discussion avec la salle, avec la cuisine. Et tu vois, nous, on prenait le temps, tous les jours, d'avoir ces 2 repas hyper importants. Et le samedi, dernier jour de la semaine, on faisait un gros brunch. Donc, chaque partie dans la cuisine s'occupait de quelque chose. Le chaud s'occupait des œufs, des saucisses, du bacon. Les entrées, ils faisaient des salades, machin. Pâtisserie, moi, je faisais le chocolat chaud, les croissants. On faisait chacun notre petit truc. On faisait une grosse table. Et on faisait 1 heure de pause le samedi matin. Et ça, c'était un moment incroyable. Et tu vois, c'est rien à prendre comme décision. Ça peut faire peur. Tu te dis, non, mais attends, on n'a pas 1 heure à perdre. Mais tellement important pour l'équipe. On savait que on va courir. C'est notre dernier jour. On prend 1 heure de pause, on va courir parce que... Mais pour nous, c'était trop bien de prendre ce temps-là. Mais je posais cette question, tu vois, sur la cohésion, parce que tu parles de ces 3 ans, et tu dis que finalement, malgré le turnover, équipe féminine comme équipe masculine, quelle que soit la tendance, vous êtes arrivé à garder de la cohésion. Alors c'est quoi? Il y a une forme de magie qui s'installe, il faut croiser les doigts, parce que parfois, on peut avoir une brigade de têtes de con. Parfois ça marche pas, oui. Parfois, et là, ça j'ai marche l'impression pas. que pour le coup... je pense qu'à l'époque, on avait envie des mêmes choses aussi. Puis on était des passionnés, quoi. Je pense que ça aussi, ça joue. Ouais. Quand t'arrives à avoir des gens autour de toi qui ont les mêmes passions que toi, tu sais que... Ça aide. Ouais. C'est bête, tu vois, mais le week-end, on allait acheter des bouquins de cuisine, quoi. Si tu tombes sur une brigade où en fait il te dit non mais moi je t'explique, week-end c'est week-end, tu me parles pas de cuisine, et voilà, je fais ça juste parce que ça change tout. Ouais, donc on parle de cette fibre-là. Tu parles des bouquins de cuisine, et donc là on est dans une phase d'apprentissage, de formation, ça prend du temps. Il n'y a pas que l'école évidemment, et on met du temps avant de pouvoir se sentir en maîtrise. Et bien sûr, à ce stade de l'histoire, on n'y est pas encore. Néanmoins, quand on commence à acheter des livres de cuisine, à réfléchir, à prendre un petit peu de recul à ce moment-là, est-ce que tu as des souvenirs justement d'un axe ou d'une perspective de cuisine qui te parle, de premières choses qui te font dire ce style-là m'inspire, ce travail-là m'inspire, ces produits m'inspirent? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent déjà à ce moment-là ou c'est trop tôt?
Je pense qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt. Ce qui m'intéresse à cette période-là de mon apprentissage, c'est des livres qui vont être uniquement basés sur les bases de la cuisine et les techniques. Ça va être les répertoires des sauces, ça va être l'Escoffier, ça va être le cuisine de référence, que ça. Ouais. Parce qu'en fait, mon but, c'est de réussir à comprendre comment elle marche, la cuisine. Ouais. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et c'est pour ça, souvent, on dit, ouais, mais à l'école, t'apprends rien et tout. Je suis pas d'accord, Ouais. en fait. Solfège. C'est le solfège. Bah ouais, c'est hyper important, en fait. Parce que pour être créatif et pour être un bon créatif, selon moi, bah, tu pars des bases, quoi. Si tu comprends pas pourquoi une émulsion, c'est une émulsion, bah, bon courage, quoi. Donc, au début, c'était vraiment ça. C'était comprendre les bases, les techniques, les cuissons. Déjà, c'était pas mal, quoi. T'y passes Et du c'est temps. venu beaucoup plus tard, les livres plaisir. Ouais. Un beau livre que tu vas voir, que tu veux pas forcément acheter de base, mais il est tellement joli, c'est un joli objet que bon, tu craques, tu l'achètes et voilà. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Ces 3 ans, du coup, de découverte, on pose les fondations quelque part avant même de commencer à savoir parler. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que tu disais là. Tu vas les emmener vers où après? Comment on sort de ça? Quelle est la charnière? Qu'est-ce qu'on fait après? Comment tu te sens quand tu sors de ces 3 ans? Est-ce que tu sens que t'es armé pour quelque chose et t'as envie d'aller vers quel genre d'expérience? En fait, quand je sors de ces 3 ans, j'ai envie de prouver que j'ai appris à cuisiner et je suis prête à aller À en découdre. Non, mais je suis prête à prendre mon premier poste en tant qu'employé. Ça y est, je suis plus apprenti. J'ai fait mes 3 ans d'apprentissage. Je suis prête. On m'a formé. Dans ma tête, c'est de me dire, je vais dans n'importe quel restaurant étoilé. Je fais le taf. Je fais le taf. Et ça, c'était mon challenge, en fait. Ouais. Et je finis mon apprentissage et je me rappelle, je monte à la maison parce que j'habitais déjà plus chez mes parents. J'avais pris un petit appartement plus près du restaurant. Je monte chez mes parents et je dis à ma mère, bon maman, demain, je pars à Paris. Je vais chercher un appart et un boulot. Deuxième fois où maman a fait. C'est ça, exactement. Exactement. Maman en PLS. Ouais. C'est compliqué ça. Elle me regarde. Elle me dit, de toute façon, t'es mineur. Mais vas-y. Donc, de toute façon, elle savait que j'allais y aller, quoi qu'il arrive. Et je t'ai tu. Donc, la lubie du moment, c'était aller faire mon CV dans une belle maison parisienne et aller voir ce qui se passe sur la capitale, quoi. Parce que mine de rien, Nice, province, il y a pas beaucoup de restaurants. Et en plus, vu que du coup, mon chef de l'Aphrodite, c'était le président d'une association de cuisiniers, on se connaissait beaucoup entre nous. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de quelque chose neutre. Rentrer dans une cuisine où on sait pas qui je suis, on me connaît pas, on connaît pas mon parcours, j'arrive, je fais mes preuves, je fais le taf ou je fais pas le taf. À ce moment-là, j'avais besoin de savoir où je me situais. Pendant ces 3 ans d'apprentissage, j'ai eu la chance de participer au concours d'un des meilleurs apprentis de France avec mon chef. Et c'était une expérience immense pour moi. Parce que autant les 2 premières épreuves, j'ai excellé, médaille d'or, régionale, départementale. Autant à la finale sur Paris, je me suis rétamé. Comment ça se passe cette finale? J'arrive à Paris pour la finale, gros stress, donc mon chef qui monte avec moi et tout. Je me souviens, on était dans un hôtel, je me suis dit, mais déjà, condition 0, quoi. J'ai un stress. Paris, donc matin, très tôt, on arrive en cuisine, on sort notre matériel, nos ingrédients et tout. Et là, envahi de stress, quoi. Envahi de stress. Et il y a rien qui se passe comme je veux, quoi. Là, j'ai pris une grosse claque. Je me suis dit, waouh. Tu vois le truc tomber, t'arrives pas à le rattraper. Non, mais je sais que c'est foutu. Moi, je suis comme ça, de toute façon. Je suis très impulsive, donc, je commence à me mettre en colère contre moi-même. Je sais que c'est terminé à ce moment-là. Je sais que je pourrais pas reprendre le fil, parce que Donc, j'étais jeune à l'époque. Je pouvais Ouais. pas canaliser ça, quoi. Ouais. Donc, voilà, au bout d'une heure, je sens que j'ai pas le truc, que je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis juste en train de m'énerver et je suis là, ça suffit. Et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est que l'épreuve elle se termine mais dans ma tête, je suis déjà en train de penser à ce que je vais dire à mon chef, en fait. Parce que mine de rien, c'est des entraînements.
Lui, c'est de la cam qu'il m'a acheté pour ces entraînements-là. Enfin, c'était un truc hyper sérieux. Moi, quand je faisais mes entraînements, j'avais une pièce à moi. Je me mettais 3 heures dans la pièce, je sortais mon truc. C'est lui qui dégustait, il me faisait ses retours. Enfin, on l'avait pris hyper sérieusement, le concours, tu vois. Et je me suis dit, mais quand je vais sortir, que je vais lui dire que j'ai fait n'importe quoi, et il va me tuer, quoi. Et donc, quand t'es sorti? Quand je suis sorti, j'arrivais pas à parler, c'est simple. Je pense que j'étais livide. On a pris l'avion, allez, ciao. Et j'ai mis du temps à m'en remettre de ce truc. Ouais, c'est violent. Mais en fait, ça fait du bien parce que tu te dis, bien sûr que c'est pas moi la meilleure à chaque fois. Tu peux pas être la meilleure à chaque fois. Tu peux pas être le ou la meilleure à chaque fois. C'est pas possible. Là, on avait été meilleur de son département, meilleur de sa région, donc ça fait un petit peu rêver. Bien et sûr. Boum. Et boum. Mais tu vois, premier échec hors ta cuisine que tu connais, avec en face d'apprentis que tu connais pas, ça fait du bien aussi. Ouais. Mais sur le moment, tu te dis, l'ego il prend un coup, quoi. L'ego il prend un coup. Mais surtout à cet âge-là, c'est pas facile de dealer avec ce genre de considération et de sentiments quand on n'est pas armé, quand on a ce peu d'expérience, cette immaturité de fait. Bien sûr, forcément. Mais finalement, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Beaucoup. C'est une super si on y expérience. survit, on peut en faire une force. Bah oui, forcément. Mais c'est là où tu te dis, et c'est vraiment vrai le dicton qui dit quand on tombe, on se relève plus fort. C'est une réalité. Tu vois. Et à ce moment-là, du coup, le fait pour moi de monter à Paris, c'était vraiment un défi et un challenge. Et j'avais besoin de prouver que j'étais pas celle qui avait chié dans cette cuisine à Médéric, tu vois. Ouais. Non. Ouais, d'où cette envie de savoir où on se situe et de faire ses preuves et de manière très neutre en disant prenez-moi comme n'importe qui et jugez mon travail. Alors où est-ce qu'on arrive à Paris? On arrive à Paris dans le 7e arrondissement, Fab de la Fontaine, une étoile au guide Michelin. Au début, j'étais post-entrée et dessert. Donc, très bien. Quand j'ai eu l'entretien avec le chef, il voit tout de suite que j'ai et mon CAP pâtisserie et mon CAP cuisine, donc ça a été un gros point fort. Et je me rappelle encore quand on a l'entretien, je lui dis non mais vous inquiétez pas, je vais faire le taf, quoi. Pour moi, c'était vraiment, c'est bête, hein, mais à cet âge-là, je me disais, de venir de province, pour moi, ça pouvait être mal vu d'un chef à Paris, tu vois, ou qui puisse se dire, elle sera moins bonne qu'un Parisien, ou donc je m'étais mis la pression. Là, quand j'ai commencé au Fab, j'étais une autre personne. Je voulais tellement montrer que ça pouvait marcher que j'étais même plus moi la personne hyper enthousiaste. Non, j'étais dans ma bulle et c'était travail. Et ça ressemblait à quoi? Julia, viens manger. Non, je travaille. Ah oui. Ah non, j'ai perdu 20 kilos. Non, le début, t'as envie de faire tes preuves, t'as envie de... Bon, tout le monde fait pas les débuts de cette manière-là. Attends, on n'est pas obligé de perdre 20 kilos, hein. Enfin, tu vois. Je sais pas, mais là, c'est une petite pression quand même. On se met une petite pression, là. Mais en fait, ça va me servir parce que au final, ils vont voir que j'ai envie. Et donc, j'arrive, j'ai 17 ans. 1 an après, on me propose la place de sous-chef aux femmes. J'ai 18 ans. Il y a des gens dans la cuisine qui sont là depuis plus longtemps que moi. Voilà, à ce moment-là, j'appelle ma mère. Je dis, bon, maman, on me propose la place de sous-chef. Elle me dit, oh là là, mais attends, mais t'es jeune. Et je me souviens que je lui dis, mais justement, en fait, je vais essayer. On verra, si ça marche pas, tant pis, ça sera pas un vrai échec. J'ai 18 ans. Mais cette chance, j'ai envie de la saisir, quoi. Parce que c'est beau quand même de se dire que dans un restaurant étoilé à Paris, on donne la chance, on te fait confiance. À une provinciale. En plus. Enfin, je me dis non, ça, je peux pas louper le coche. Impossible. Tu me racontes un truc quand même, parce que quand t'arrives à Paris, t'as cette pression que tu veux bien faire, que tu deviens complètement folle à ne pas manger et à bosser. Dis-moi, à quoi ressemblent tes journées à ce moment-là? Quand on vient, je sais ce que c'est, hein, de débarquer à la capitale, de faire ses premiers jours et de se dire, oh,
Putain, mais là, il faut que je donne 2 fois plus que tout le monde, en fait. 10 fois plus que tout le monde. Ça ressemble à quoi, tes journées à ce moment-là? Tu découvres tout, en plus. Le métro, le truc. Le métro, au début, mais un enfer. Tu descends à un arrêt, tu pensais être sur le boulevard. Au final, tu dois marcher 3 kilomètres. Moi, ça, je connaissais pas. Les avenues, les boulevards, qui font 3 arrêts de métro. Ce stress où tu pensais être machin juste clairement, à l'heure et en fait, tu te mets à courir. Ta journée a déjà commencé 1000 fois avant que t'aies poussé la porte du resto. Ouais. C'est vrai que Paris, pour ça, au début. C'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et moi, je pense que j'ai bien mis 6 mois quand même à m'adapter à ça. À ça et au froid, quoi. Ah bah oui, forcément. Je suis arrivé une année, il faisait un froid, il neigeait et tout. J'avais froid. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Parce que chez nous, il fait froid l'hiver, mais il y a beaucoup de soleil quand même. Et ça, c'est vrai que, tu vois, moi, je partais travailler, j'avais le petit rayon de soleil quand même. Ça fait la différence, quoi. Là, au début, c'est gris. Non, c'est un mood particulier. Ah bah ouais. C'est un mood particulier. C'est dur, déjà ça conditionne. Mais les journées, elles ressemblent à rien. Elles ressemblent à métro boulot dodo, ouais. Parce que j'ai pas de potes au début, j'ai pas de famille. Et avant de faire dodo, on se sent comment quand on a fait sa journée, quand on est tout seul, quand on se retrouve toute seule dans sa chambre, dans son petit appart ou dans la chambre qu'on occupe. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit, putain, je suis à la bonne place? Est-ce qu'on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire demain? Il y a des moments pas faciles. Moi, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est le 31 décembre. Parce que ça faisait 3 mois que j'étais à Paris. Première fête de fin d'année sans ma famille. J'étais redescendu juste 2 jours pour Noël, parce qu'en général, les restaurants ferment 2 jours. Et le 31, je rentre chez moi après le service. Et là, je me sens d'une solitude qui m'envahit. Ouais. Et je me dis, mais en fait, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Et je rentre chez moi un 31, quoi, et je fais quoi? Là, je me suis senti mal. Dis ce que t'as fait. Voilà, j'ai appelé ma mère. Voilà, tu chiales un coup, tu repars, quoi, tu vois, c'est ça, enfin... C'est l'école de la vie, quoi. Et en même temps, j'étais pas malheureuse de là où j'étais tombée. Je sentais que j'avais des choses à apprendre. Moi, c'était pour ça que je suis montée à Paris. J'avais envie de trouver un lieu qui était à la hauteur de mes ambitions, où je me sente bien, et en vrai, je m'y sentais bien. J'avais pas encore, j'étais pas à l'aise, j'étais pas en terrain conquis, mais j'aimais la cuisine de mon chef. Je le connaissais pas encore bien, parce que lui, il venait d'arriver aussi, donc il prenait ses marques. Mais ça me plaisait. Ça me plaisait. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi de tomber amoureux de la cuisine du chef pour lequel tu travailles, tu vois, parce que moi, juste tailler, cuire et pas ressentir un truc, pendant longtemps, tu vas cuisiner pour tes chefs sans avoir un mot à dire dessus. Donc, faut quand même que t'aies faut que ça te fasse rêver, quoi. Ouais. Faut que tu te dises, en fait, pourquoi j'y ai pas pensé à ça? Et alors, du coup, dans cette cuisine, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là de ce qui te plaît dans ce qui est proposé à cette table-là? Déjà, on faisait beaucoup de poissons. Enfin, c'était beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer. Ça, j'aime bien. Et puis voilà, chef formé à la Ducasse, donc beaucoup de légumes aussi, très technique. C'est quelqu'un très rigoureux, très minutieux. Et ça, c'est quelque chose un peu que je découvrais autrement qu'à l'Aphrodite, parce qu'à l'Aphrodite, on était très précis sur certaines choses, parce qu'on faisait un peu de cuisine moléculaire à l'époque, mais on faisait quand même une cuisine aussi de cœur, donc très différent. Mais là, j'ai vraiment appris à faire une cuisine de produits. Voilà, de prendre un produit, d'avoir un magnifique turbo, d'avoir des magnifiques légumes, et d'avoir la juste cuisson. Pas partir dans des délires de... J'ai cru parler comme Alain Ducasse. La juste cuisson. Oui, non, mais c'est la déformation. Ça. Moi, ça m'a appris ça. Travailler avec un chef qui a eu cette formation-là, ça t'apprend à voir la cuisine différemment. Et aujourd'hui, c'est pas ma cuisine, mais j'ai aimé apprendre à côté d'un chef comme ça. Et donc très vite, parce que c'est très vite, cette implication te fait passer à un step particulier, parce qu'à cet âge-là, devenir sous-chef, c'est pas rien. Donc, ok, on appelle maman. Ouais. Okay. Et ok, tu te dis, j'y vais. J'y vais. Je me rappelle, il
il me convoque dans le bureau, donc le chef et le patron était en salle. Il me convoque juste avant que je parte en vacances. Et dans ma tête, je me dis, putain, ils vont me dire que je peux pas prendre mes vacances et tout. Alors que ça fait 1 an que ma mère me saoule. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu prends tes vacances? Et je lui disais, non, mais je ne demande pas mes vacances, en fait. Quand on me dit de prendre mes vacances, je prends mes vacances, mais je ne demanderai pas. Et bon, ça se fait, on me demande les vacances, je pose 2 semaines en juillet, je monte au bureau, je me dis, ouais, ils vont me sucrer mes vacances, c'est sûr. Et en fait, ils me disent, bon, bah voilà, Aurélien s'en va, c'était le sous-chef. Au début, je me dis, ok. Bon, bah voilà, quoi, on a pensé à toi. Et là, waouh. Et tout de suite, sans réfléchir, je dis, bah, let's go, quoi. On verra. C'est une brigade de combien de personnes? On est 6 en cuisine. Petite brigade. Ouais, enfin, petite brigade, ça commence à représenter un groupe, quoi. 6 personnes, quand on a quel âge? 19 ans? Ouais, 18. Du coup, je pars en vacances. Et quand je reviens, les choses sérieuses commencent, quoi. Premier week-end sans le chef, catastrophique. Bien sûr. Hein. J'arrive le matin, je commence à traiter le poisson. Je m'arrache l'ongle et tout. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Je sens la pression monter en moi, tu vois. Alors que je connais notre cuisine. Mon poste en soi, je le connais. Mais juste le fait de te dire, ok, maintenant c'est toi la responsable. S'il y a quelque chose, c'est toi. Pression. Surpression. Pression. Donc voilà, je me cut le doigt, le chef qui arrive en plus, je suis venu te faire un petit coucou et tout. Je suis en train de me faire un gros pansement à l'arrache, tu sais. Donc là, c'est sopalin, puis film alimentaire. Voilà. Achetez des trousses de secours, s'il vous plaît. Je vois dans ses yeux qu'il est pas serein, quoi. Il se dit, voilà, la Juju, là, elle est tremblante. Mais en fait, encore une fois, il faut passer par là pour passer à autre chose, tu vois. Donc, week-end de l'horreur. Et je pars de ce week-end-là en me disant, ok, la semaine prochaine, ça sera autrement, quoi. C'est bon, j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse pas. Ouais. J'ai vu ce qui marche pas. Maintenant, ça y est, allez. Et en fait, ça démarre comme ça et ça va se passer très très bien. Comment ça se passe avec les autres? Parce qu'il y a toujours un moment où quand on prend la place, souvent on prend la place de quelqu'un qui pouvait la convoiter ou qui était là depuis un moment. Donc souvent, les premiers temps, il faut la justifier. Déjà se sentir pour soi légitime et puis après le faire comprendre aux autres. Souvent, ça passe par le travail, par montrer qu'on est capable. Toi, tu l'abordes comment, justement, cette prise de poste aux yeux des autres? Ah, justement, moi, ça a été... Après qu'on se soit coupé le doigt et tout. Ouais, non, mais je pense que ça a été ma vraie force, c'est ça, c'est de créer aussi un gros esprit d'équipe quand le chef était pas là. De vraiment investir l'équipe, de leur montrer des choses aussi, de prendre le temps. Je commandais 6 cailles et puis pendant la pause, je leur disais, les gars, vous savez lever une caille? Non? Voilà, je leur montrais une caille et en fait, ils voyaient que je pouvais leur apprendre quelque chose. Donc oui, c'était soit ça. Parfois, il y a des trucs d'orgueil où t'as pas envie que quelqu'un de 18 ans t'apprenne. Ouais, mais et une fois, il y a un chef de partie. Lui, il avait 25 ans ou 26 ans. Un service, ça a dégénéré, tu vois. Je l'appelle, je lui dis de monter 1 fois, 2 fois. Au bout de 3 fois, je lui dis, bon, maintenant, c'est maintenant, quoi. Il me dit, mais de toute façon, t'as 18 ans, tu vas faire quoi, tu vois? Pendant le service, on se chauffe. Après le service, ça redescend, on va parler dehors. Et naturellement, il vient me voir, il me dit, désolé, je me suis emporté. On s'explique et il me dit, franchement, tu peux comprendre. Il y a une part de moi qui prend un coup parce que je suis là depuis plus longtemps que toi, je suis plus âgé. Mais il me dit, et en fait, à ce moment-là, il me dit, mais elle est pour toi la place. Parce qu'il sait que techniquement, à ce moment-là, je suis meilleur que lui. C'est pour ça qu'on t'a choisi, tu penses? À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que justement c'est toi et pas lui? Qu'est-ce qui fait que le chef, à un moment, malgré ton jeune âge, que tu dis ça? Non, mais je pense qu'il m'a choisi parce qu'il savait que je serais là quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper important de savoir que tu peux compter sur la personne. Ouais. C'est ton côté machine des débuts qui ne voulait rien lâcher. Moi, tu m'appelles sur un jour de repos. À l'époque, je me pose pas de questions. Mon travail, pour moi, c'était vraiment l'essentiel, quoi. Priorité. Donc, je pense que ça a eu
beaucoup de poids dans la balance, beaucoup de poids dans la balance. Mais je sais que après, voilà, techniquement, sur le moment, je pense que oui, j'étais une des meilleures. Donc le combo de tout ça fait que bon bah t'essayes et ça marche. Mais tu vois, cette discussion là, bah voilà, c'est après service, on se calme, on se dit les choses et puis c'est reparti. Et après, au final, on était un super bon binôme et on a su en faire notre force aussi, tu vois. Mais après, encore une fois, petite équipe, on se connaissait déjà très bien avec les autres. Enfin voilà, on m'a pas mis des bâtons dans les roues non plus, tu vois. Je sais pas si avec 15 personnes en cuisine, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça s'est passé comme ça et ça s'est très bien passé et très vite, j'ai su comment gérer moi à ma manière. Le chef, quand il était là, c'était sa manière. Le week-end, il était pas là, c'était moi qui gérais. Et voilà, on avait d'autres règles, mais ça marchait et voilà. L'envergure et la taille d'une maison, c'est important. C'est vraiment des choses à prendre en considération quand on débute, selon ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre et le tempérament qu'on a aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se confronter à de la grosse brigade, au challenge, à la compète, aux mecs qui se tirent dans les pattes. Il y a des gens qui aiment ça aussi, mais c'est un vrai truc à prendre Moi, c'était un choix. Ouais. À un moment, tu vois, justement, quand il m'a proposé le poste de sous-chef, très peu après, il me dit, Juju, t'es prête là. Va dans un 2, va dans un 3 Mac. Je lui dis, chef, je veux pas. Il me racontait, lui, des histoires à l'époque. Arrivé en 3 Mac. Ouais, où c'est la guerre, c'est la guerre en cuisine. Non, mais c'est la guerre. Ouais. Puis, limite à me dire que il rentre un soir en se demandant s'il a envie de vivre, tu vois. Il me dit, mais moi, je veux pas vivre ça. J'aime trop mon métier pour en arriver là, tu vois. Je veux que ça reste... Oui, on a des moments difficiles, mais je veux pas arriver au boulot et me ronger. Non, je voulais pas. Ça, c'est un truc, ça m'a... Et pourtant, je pense que j'aurais aimé en soi, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe aussi dans ces cuisines-là, ouais, bien tu sûr. vois. Mais j'étais pas prête à sacrifier le côté humain, famille en fait. C'est ça en fait. Et puis c'est comme ça que ta ton deuxième histoire famille. avait démarré aussi. Tes premières expériences, Exactement. cette maison d'hôte, voilà, on est ensemble, on fait tout ensemble, on vit ensemble. Donc vaut mieux être sur un truc resserré, vaut mieux bien s'entendre. Comment tu quittes cette histoire du coup de cette famille-là qui s'est construite? Ça va durer combien de temps, les Fab? Les Fab, ça va durer presque 7 ans. Hein. 7 ans. Presque 7 ans. C'est énorme. Donc, 7 ans. Quand on rentre à 18 ans, 7 ans, c'est je suis nul en maths. Plus d'un sens. Enfin, non, je rentre là-bas à 17 grande partie ans. De ta vie. Attends, non, je dis des conneries, pas 7 ans, 6 ans. Ouais, enfin, ça reste beaucoup. Bref, ouais, bah, ça reste 6 beaucoup. ans, quand donc tu Ça pars, t'as 24 ans, quelque chose comme ça, c'est beaucoup d'avoir passé 6 ans à ce stade de la vie, quoi. Mais alors pourquoi? Et comment ça se passe? Ces au revoir. Ah, écoute, entre-temps, je passe chef quand même en 2015. Ah, le chef qui t'avait recruté te laisse sa place, lui par ailleurs. Ouais. Et c'est toi qui prends le poste. Donc là, ça, en fait, lui, ça faisait un moment qu'il savait qu'il allait partir. Il me préparait doucement à son départ. Donc, il y a une passation qui se fait et assez naturellement. Il me met très en confiance. Le patron, il est prêt aussi à... Voilà, il sait que ça va se faire. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'on va me donner les clés et qu'on va me dire, ça y est, c'est ta cuisine, c'est ta carte. Tu vois? Parce qu'à ce moment-là encore de ma carrière, oui, c'était moi qui faisais les menus déj à l'époque. Tu vois, je me souviens, c'était mon taf. Vendredi, je devais faire le menu déj pour la semaine. J'avais les idées, machin. Mais sur tout le reste de la carte, à aucun moment, t'intervenais. Jamais. Moi, c'était réalisation. Ouais. Il me montre, il me fait son plat, il me dit ça doit être comme ça. Moi, j'étais la surveillante, c'est-à-dire que s'il y a un gars qui fait pas ça, ok, ça c'est pas comme ça. J'étais encore très exécutante. C'est venu après. Aujourd'hui, tous les sous-chefs dans les restaurants, aujourd'hui, il y a une grosse part de création. Avant, ça se faisait pas. Ouais, c'était le chef, point. C'était le chef. Basta. Donc en fait, quand je me rends compte de ça, je commence à me dire, mais c'est quoi ma cuisine à moi? C'est quoi ma cuisine à moi? Et puis j'imagine qu'il faut quand même aussi respecter l'ADN d'un lieu, qui a aussi un passif. Tu peux pas tout balayer et faire autre chose. Donc là, il y a une équation qui se pose. Après, bon, c'est un lieu que je connais. J'y suis depuis 6 ans, enfin 5 ans quand je passe chef. Je suis quand même dans de bonnes conditions. Donc, mais c'est sûr que mes premières cartes là, quand je les ressors et que je vois ce que je faisais, je me dis mais mon Dieu. Et pourquoi? Foie gras, curry, brioche. Ok, genre jamais aujourd'hui je ferais ça. Kiwi, huîtres, aubergines. Ah, c'est pas ma cuisine, mais du tout. Mais parce que à ce moment-là, quand je dois faire ma première carte, je vais prendre les choses que j'ai faites
depuis mon début d'apprentissage que j'ai le plus aimé, qui m'ont le plus marqué. Les hits. Ouais. Et je vais les remasteriser un peu, quoi. Mais je m'accroche à ça, tu vois. Donc pas toi, mais ce qui t'a marqué. Mais ce qui m'a marqué, ce que je sais faire, ce que je maîtrise, Ouais. un truc d'hyper rassurant, en fait. De dire, voilà, je lance ma première carte, je fais des choses que je sais faire, et puis on verra après. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que ta cuisine, elle évolue, et elle évolue sans cesse, et encore aujourd'hui, elle évolue, tu vois. Et c'est ça qui est beau aussi. Oui, c'est mais que... quand tu la démarres, t'es pas proche de toi. Tu cuisines un peu celle des autres, Mais tu clairement. portes encore les vestes des chefs qui t'ont précédé et formé. J'ai ça pas de prend du temps. ligne directrice, j'ai rien. Ça part dans tous les sens, y a aucune cohérence. Mais sur le moment, en soi, moi, je me dis pas que je fais n'importe quoi. Ouais. Moi, je me dis, faut que je remplisse le resto, faut que je fasse à bouffer et que ça marche, Ouais, c'est ça. que je tienne mon équipe. Après, on verra, quoi. Et comment Tu vois ça se passe alors ces premiers temps, du coup, dans cette responsabilité-là? Ça y est, on est chez toi, c'est toi qu'on vient voir. S'il y a un problème, eh ben, ce sera forcément pour toi. S'il y a des félicitations, ce sera aussi pour toi. Comment ça se passe? Non, bah, c'est génial. C'est génial. Et en plus, bah, c'est là où je vais avoir ma première étoile au Fab de la Fontaine. Eh, Donc, tu fais un teaser, c'est génial. Parce que on te dit, ouais, non, mais je suis complètement dans le vertige de la carte et tout. Alors, ok. Donc, tu prends ta place de chef. Ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai une bonne équipe. On n'est pas nombreux, mais très soudés. Encore une fois, c'est des journées qui commencent tôt, qui finissent très tard. On n'a pas beaucoup de jours de repos. En plus, c'est un restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc voilà, mais on a tous envie, on a tous la niaque. On va vers la même direction, quoi. Donc, toi, tu vis là-bas à ce moment-là. Ouais. Ouais. Je me rappelle des matins où je me lève et j'ai encore mal aux pieds de la veille. Tu vois, ce genre de douleur là, Ouais, quoi. où le corps ne s'est pas remis. Non, mais ouais. Et là, tu te dis, waouh, putain, la journée va être longue. Là, t'apprends Mais- à faire un quotidien dans la douleur, mine de rien. Alors, c'est une douleur qui est exaltante parce qu'elle produit quelque chose de très stimulant. Néanmoins, c'est raide. C'est la Violent. restauration. Ouais, enfin, dans ce cas-là, de plus compliqué, enfin, de plus difficile, quoi, là. Pour le coup, là. On se soude pendant ces moments-là. Moi, je vais rencontrer mes deux associés actuels au Fable aussi, un sont en avec toi en cuisine, cuisine un en salle. Ouais. Donc Seb qui était mon sous-chef, qui était en cuisine, et Greg qui était en salle. Bah, voilà, pareil, eux, ils sont restés très longtemps. On s'est connus, on était tous les trois commis, on a évolué au fur et à mesure. Et quand on est parti, on avait 3 postes à responsabilité, donc chef, sous-chef, directeur de salle. Du coup, l'étoile arrive. L'étoile arrive un peu par surprise. Parce qu'à ce moment-là... Ça fait combien de temps que t'es en poste? Bah, ça fait... j'ai pris le poste janvier 2015, on a l'étoile février 2016. Quelques temps avant la cérémonie Michelin, je commence à me dire, putain... Parce que le restaurant, les Fables, ils avaient une étoile depuis 10 ans, quoi. Avant que je prenne le poste. Et je me dis, mais imagine, on perd l'étoile. Enfin, pour moi, c'était sûr, quoi, qu'on allait perdre l'étoile. Et là, en fait, je commence à me dire, ouah, comment il va réagir, le patron? Comment ça, tu vois, quel mood ça va mettre dans l'équipe? Comment on va se renouveler, etc. Parce que, en fait, juste avant ça, on fait des gros travaux dans le restaurant. On casse les prix en deux. On fait une cuisine très accessible. On passe les cuisines en sous-sol, donc ça nous fait plus d'espace, donc plus de tables. Alors qu'avant, à contrario, c'était resto hyper intimiste. Il y avait 20 couverts. Donc on passe vraiment d'un restaurant gastro un peu cucu à un truc où on veut faire un restaurant accessible, voilà, tu passes devant, tu regardes la carte, t'as pas peur, quoi. Tu vois? Parce que ça, c'est des périodes aussi qui nous ont marqué, de voir ça. Ouais. De voir un resto que t'arrives pas à remplir parce que, en fait, Les gens il y a du passage. pas lire la carte. Ils arrivent et puis ils disent non, en fait, Ouais, c'est non, pas pour nous. là, tu vois, je me balade, je vais pas mettre 120 €. Ouais. Ou... Donc, à ce moment-là, on se dit, OK, on prend le pari, on divise les prix, on fait un truc un peu plus accessible et tout. Et en fait, ça marche de ouf. Et on a cette étoile qui arrive. Et là, c'est génial. Alors, ouais, pause. Raconte-moi ce jour-là. Partage-nous ce moment. On était en cuisine. Cérémonie, c'était à midi. Et à l'époque, moi, je savais pas encore comment ça fonctionnait parce que c'était ma première année en tant que chef.
En fait, je savais pas que si tu perds l'étoile, t'es au courant avant, tu vois. Tu la prends pas le jour de la cérémonie. Ouais, ce serait un peu cruel. C'est Ce déjà serait suffisamment cruel. un truc difficile. Ce serait cruel. Ouais. Bref, il y a la cérémonie, machin, on n'est pas dans le service. Et en fait, on captait pas en bas, hein, on était vraiment dans notre grotte, quoi. Et je vois que le patron, il descend pas. Et les heures, elles passent, c'est 13h30. Le service est très long à ce mais moment-là. horrible. Oui, moi, je suis avec Seb en cuisine, je le regarde, je fais des signes de tête comme ça. Je dis, waouh. À quelle sauce on va être mangé après le service, quoi. Moi, je m'attends déjà à la réunion post-crise. Et en fait, je le vois débarquer, là, il descend les escaliers, gros bouquet de fleurs à la main. Et là, il s'agenouille devant moi. Non, ce n'est pas une demande en mariage. Et il me dit, voilà, je suis devant la plus jeune chef étoilée de France. Ce moment, il sera gravé à vie. À vie, là, c'est toutes les émotions qui me traversent. Je pleure, je ris, voilà, la fierté, l'émotion. Ouais. Tu sais pourquoi t'as eu mal aux pieds, quoi. Tu vois. Parce que ce titre, mine de rien, chef étoilé, il y en a tous les ans qui chopent une étoile. Quand on parle de plus jeune chef étoilé de France, c'est quelque chose qui te suit encore aujourd'hui. Bien sûr, et c'est quelque chose qui a Quand on changé parle ma de vie, toi, surtout. on en parle, on utilise encore cette formule. Donc, déjà parce que j'ai pas été détrôné. Posons ce record. Donc à quel âge? 21. À 21 ans. Ouais. Tu décroches ta première étoile. Donc c'est toi, dans l'histoire du Michelin, qui a eu la première étoile la plus jeune. Je suis con, j'ai pas pensé à prendre des fleurs. Non, mais c'est pas rien. La fleurie, c'est pas long. C'est pas rien, j'irai après. Ça change ma vie, hein, clairement. Mais à ce moment-là, je suis pas prête à ce qui va m'arriver. Hein, parce que je comprends très vite que, en fait, ça intéresse beaucoup les médias. Et sauf que moi, j'ai 21 ans, je suis dans ma cuisine, et que là, toutes les 5 minutes, chef le téléphone. Oui, bonjour, radio, oui. Mais en fait, là, je me sens con et je me sens limite imposteur, en fait. Ouais. Je me dis, mais attends, mais je fais un aioli, les gars, quoi. Ouais, tu passes du tout au tout aussi. Ouais. Tu passes du moment où personne te regarde, là au moment où tout le monde t'appelle. C'est ça. Et à ce moment-là, je sais pas le gérer, ça. Et mes premières interviews, mes premières radios et tout. Hyper malaise, c'est hyper gênant. Oui, malaisant, mais pour tout le monde, je crois. Je savais pas quoi dire, je savais pas ce que j'avais le droit de dire. Je savais pas ce que je foutais là. T'es pas accompagné en plus à ce moment-là. Personne te conseille, non. personne te... Mais non. Donc, non, très bizarre. Ouais. Très bizarre. Mais, le côté cool dans tout ça, dès le début, c'est que on va me solliciter sur beaucoup d'événements avec d'autres chefs. Des voyages, des festivals. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. J'ai fait un de mes premiers gros voyages parce que j'ai commencé à 14 ans la cuisine. J'ai jamais voyagé, en fait. Moi, dès que j'avais une semaine de vacances, je partais voir ma famille. Les voyages qu'on faisait quand on était petit, on allait en Espagne, on allait en Italie. Mais j'ai jamais fait des gros voyages, tu vois. Et on me propose de partir en Corée pour un festival gastronomique. Et donc, je pars en Corée une semaine, en 4 mains, avec un chef coréen. J'arrive dans un resto coréen. Et ça m'a marqué. Parce que déjà, on était une dizaine de chefs, avec des gros noms. Là, tu te dis, ouais, cool. Ça y est, je suis rentré dans cette bulle, en fait, tu vois, de chef étoilé, D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivé en Corée, je me suis dit, mais comment je vais faire? Évidemment, je parle pas coréen. Je paragouine 3 mots d'anglais, surtout. Et c'est là où je me rends compte, vraiment pour la première fois, que le langage de la cuisine, il est universel. C'est que à partir du moment où t'as enfilé ton tablier, qu'on t'a mis une planche et des couteaux, en fait... on parle tous la même langue. On parle tous la même langue. Et ça, j'ai trouvé ça d'une beauté incroyable. Et j'ai rencontré une équipe formidable. Et là-bas, c'est très technique. La rigueur. Moi, j'ai vu des choses dans cette cuisine qu'aujourd'hui, je fais dans la mienne parce que je me suis dit, mais c'est génial. L'idée est géniale. Comme quoi, par exemple? C'est les emporte-pièces étiquetés, tu sais. Chaque chose est à sa place, quoi. Tu cherches rien là-bas.
tu vois. Tout était fluide, c'était beau, tout le monde faisait attention à tout. Magnifique. Donc ça te donne accès à quelque chose quand même. Et ce titre, il t'ouvre sur quelque chose. C'est marrant parce que quand on a parlé de tout ce qu'il y avait avant, la perspective d'avoir une étoile, d'être reconnu et tout, c'est pas quelque chose que tu te dis, c'est pas quelque chose que tu vis forcément. Peut-être que ça t'a habité. Mais jamais. Mais c'est Voilà, ça que je trouve aussi hyper chouette dans mon parcours, c'est que si tu veux, je me fixe des petits objectifs et j'ai des choses sur lesquelles à aucun moment j'aurais été prête de faire des sacrifices. Que ce soit quand je suis partie de Nice pour aller à Paris. Ouais. Je serais pas parti pour aller dans un bistrot. Tu vois, ça va être ce genre de choses-là. Mais par contre, jamais je me suis dit, je veux être chef là, je veux avoir mon resto. Moi, je disais tout le temps, moi, je veux pas mon resto avant 30 ans. Mais en fait, il y a des rencontres et il y a des choses dans la vie qui font que parfois ça s'accélère ou parfois, voilà, c'est... Et c'est dû à l'implication qui est totale à chaque fois. Dans tout ce que tu décris jusque-là, ton implication, elle est totale. L'abnégation, elle est totale. Là, il n'y a pas trop de vie. Franchement, non. Dans ce que tu nous racontes, à part avoir appelé ta maman... Non, mais j'ai pas de vie, clairement. Ma vie, c'est ma passion. Ouais. Ça, et voilà, aller boire une pinte le soir avec les collègues avant de pioncer les 4 heures qui te restent. Ouais, c'est ça. Mais ma vie, à ce moment-là, c'est ça. Et tu rentres dans un cercle prestigieux des chefs étoilés, à cet âge-là. Et c'est la vague. Et j'imagine que d'un point de vue de la fréquentation aussi, tu dois le sentir dans ta salle. Bien sûr. Le téléphone... Je me souviens d'un service où on débranchait le téléphone, quoi. Mais en tant que patron, mais tu le rêves, ce moment-là. Ouais. Tu vois? C'est incroyable. Incroyable. Après, les bons et les mauvais côtés aussi, tu vois, des gens qui comprenaient pas, qui appelaient, on veut réserver, il n'y a pas de table, mais vous savez pas qui je suis, mais vous pouvez pas trouver une table. Mais non, on est complet, il y a plus de table, Je peux pas même dans le coin, il y a plus de table, en fait, tu vois. Et tu sentais cette frustration et ça se transformait un peu en... Je sais pas... ça rend agressif. Hein, ouais. Disons-le, hein, je veux dire, moi je suis pas du genre, hein, quand on me dit c'est complet, je dis c'est complet, j'insiste pas, mais putain, parfois ça fait chier. Comment tu vas décider de mettre un terme à cette aventure et comment elle va s'arrêter alors qu'elle t'a placé sous les feux de toute cette reconnaissance, de l'attention du monde de la gastronomie et puis des passionnés, des clients? Pourquoi on décide d'arrêter ça? Pourquoi? Parce que malgré tout ça, ça faisait 7 ans et qu'au bout d'un moment, t'as envie de renouveau et moi, j'avais envie de passer à autre chose, quoi. Cette cuisine, ce lieu, ça représentait énormément pour moi. Énormément. Et j'ai eu du mal à la quitter. Ça m'a fait beaucoup de mal, hein. Mais je sentais que c'était le moment d'écrire autre chose. Et tu vois, j'ai fait la rencontre de mes 2 associés aux femmes. C'est mes frères, mes amis, tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, on se voyait beaucoup après les services et on se disait, on n'est pas plus bête que les autres. On a la même vision du business, on a la même vision de la gastronomie. Venez, on commence à chercher un local, quoi. Et en fait, ça commence comme ça et on se dit, de toute façon, on va mettre 2 ans à trouver quelque chose qui nous va et puis voilà, on commence doucement. Et en fait, très vite, on va avoir le coup de cœur et ça va être au 5 rue de Pontoise. Et en fait, à l'époque, on visite, c'est Itinéraire de Sylvain Sandra. Donc c'est déjà un restaurant étoilé. Et il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose et on ressort de là et moi, je regarde les garçons et je dis, c'est là, quoi. Et 3 mois après, on avait les clés. Comme quoi, voilà, c'est l'exemple parfait pour dire que la rencontre, le moment, parfois ça accélère les choses et tu te poses pas trop de questions. T'as pas le temps de te poser de questions, en fait. C'est à ce moment-là, soit tu prends, soit tu laisses. Soit tu laisses. Et il faut espérer ne pas le regretter. Voilà. Comment on fait pour aller aussi vite? J'imagine que ta notoriété à ce moment-là et l'attention que tu as générée aident énormément pour s'installer. Quand tu visites un endroit et que 3 mois après t'as les clés, ça aussi, il y a un paquet de chefs qui en rêveraient parce que pour parler avec beaucoup, putain, parfois c'est une tannée. En réalité, je vais pas te mentir, à la banque, que je sois la plus jeune chef étoilée de France, c'était pas un joker. Ah oui. D'accord. Parce que eux, ce qu'ils voyaient surtout, c'est que j'avais 23 ans. Ouais, Alors dans plus jeune étoilé de France, il y a plus de jeunes.
Et ça ne nous plaît pas. Et que l'apport, il était pas non plus exceptionnel. Donc, au début, on s'est pris des refus, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, c'était pas open bar. Non, c'était pas open bar. Donc, on a eu beaucoup de chance que ça marchait avec notre dernière banque et qu'on a pu accélérer les choses parce que franchement, non, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Et encore plus aujourd'hui. Maintenant, après Covid, là, bon courage. Hein. Bon courage. Ouais. Donc, mais tu vois, à ce moment-là, pour moi, c'est le super bon moment pour ouvrir mon resto parce que je surfe sur la vague. Je sais que côté média, j'ai encore des choses à faire. Qu'on va te regarder, qu'on va te. Par contre, voilà, faut pas se louper, quoi. Moi, je me conditionne pour ouvrir Bayeta dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que je surstaff en salle et en cuisine dès le début. Parce que je veux pas qu'on se loupe. Parce que je sais que ceux qui vont venir nous visiter là, ils ont des attentes. Voilà. Et nous, dès le début, on se dit objectif étoile 2 ans, quoi. Tu vois ? Ouais. Donc on met les moyens pour la vaisselle, les travaux. Tout de suite. Tout de suite. Dans l'idée de, même si on se dit voilà, même si on l'a pas au bout de 2 ans, qu'on l'a au bout de 3 ans, c'est pas, on mettra le temps qu'il faut, mais en tout cas. C'est la perspective. Voilà. Perspective, c'est l'avoir pour nous, quoi. Ouais. Donc là, on va venir pour toi. Et là, à nouveau, tu vas te retrouver dans cette phase où il faut écrire sa carte. Comment tu envisages ta cuisine à ce moment-là, qui doit être encore plus ta cuisine parce que cette fois t'es chez toi. Ouais, mais justement, à ce moment-là, j'en avais besoin, envie, et je me sentais libre de justement mettre tout ce que représente pour moi ma cuisine, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est aller à fond dans cette cuisine méditerranéenne. Parce que parfois, aux femmes, j'ai pu aussi avoir ça, c'est peut-être un peu trop. Là, il y a peut-être un peu trop d'ail. Là, tu vois, penser un peu à rester... À mettre des filtres un petit peu sur le... Ouais. Là, j'avais besoin d'être en roue libre, quoi. Ouais. Ouais, d'être toi. Ça ouais. Donc, c'était un challenge, un autre challenge, mais avec beaucoup plus de maturité, plus d'expérience. Ce rôle de chef que j'avais déjà pris avant, bah voilà, c'est... Encore une fois, être un bon cuisinier, c'est une chose. Être un bon chef, c'en est une autre, tu vois. Et je pense qu'on a tous fait des erreurs dans nos premières années de management. Sur le dosage, au début, c'est très difficile. Quand est-ce que t'es trop dur? Quand est-ce que tu l'es pas assez? Les choix que tu prends. Donc, à ce moment-là, les planètes, elles s'alignaient. Je savais ce que je voulais. J'avais une équipe autour de moi. Quand j'ai dit que j'allais ouvrir mon resto, tout de suite, des personnes qui m'ont dit « Ok, chef, on est dans le bateau, machin, hyper investi, hyper truc. » Et ça, c'est important aussi. Avoir une équipe autour de toi qui te soutient, qui te connaît, qui sait où aller. Tu perds moins de temps, t'es efficace. On sent que t'as été vigilante quand même. Peut-être que la jeunesse aide à ça aussi. On sent qu'il y a une vigilance et une attention portée à beaucoup de choses. Tu vois, tu parles spontanément de management. Au début, les chefs, parfois, quand ils se lancent dans leur histoire, et surtout quand ils sont jeunes, c'est pas que le management n'est pas important, mais en gros, il s'agit de scorer. Parce que je me suis tellement ramassé aux fables. Moi, la première année chef aux fables, je pense que j'ai dû avoir 70 mecs qui ont tourné en cuisine. Hein. Parce que j'étais imbuvable, j'avais une telle pression. Tu vois, j'avais pas encore ce recul, cette maturité, j'étais dans le trop. Ouais. J'étais dans le trop. Pour moi, si tu taillais mal ton échalote, tu m'insultais, quoi, tu vois. J'avais pas le recul nécessaire. Là, quand je m'installe, c'est bon. J'ai pris du recul avec tout ça. Je me dis, allez, c'est pour moi, là, que je le fais, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais dans ta vie, il y a des périodes. Et à ce moment-là, j'étais prête pour ça, quoi.